La Lorraine, France, septembre 1944. La 4e division blindée du général américain George Patton fonce vers l'Allemagne. Il semble que rien ne puisse l'arrêter. Nous étions une rafale de tirs en mouvement. Mais Hitler riposte avec ses terribles tanks Panther, par centaines. Le Panther était vraiment énorme. On s'y sentait très en sécurité. Les tanks américains Sherman recourent à la tactique face aux meilleurs blindés des Allemands. Ça ne se limitait pas aux tirs, nous devions penser. L'enjeu, l'invasion de l'Allemagne et la fin de la guerre en Europe. Deux gigantesques forces blindées s'affrontent. C'est l'un des plus grands combats de tanks de la guerre, la bataille d'Haraucourt. La Normandie, en 1944. Près de 2 mois après le jour J, les Alliés déjouent enfin la résistance acharnée des Allemands et ils s'engagent dans la France occupée. La montée vers l'Allemagne nazie commence. Les forces canadiennes et britanniques avancent vers le nord, tandis que les Américains vont au sud et à l'est. À la tête de l'offensive, la 3e armée du général George Patton. L'un des plus grands commandants de l'histoire des États-Unis. Il dirige une force imposante, plus de 160 000 hommes, 1500 pièces d'artillerie et 930 tanks Sherman M4. Le M4 est armé d'un canon à tube court de 75 mm d'une portée efficace d'à peine 800 mètres. Et sa cuirasse frontale n'a que 5 cm d'épaisseur. Le M4 est vulnérable, mais il est léger et rapide. Il peut filer à 40 km/h. La rapidité du M4 en fait le tank le plus manœuvrable du champ de bataille. L'idéal pour l'avance rapide de Patton à travers la France. Les tanks de la 4e division blindée, endurcis au combat, sont en tête. Nous avions des ordres de mission. L'exemple classique de ce genre d'ordre est ce que Patton nous avait dit. Aller vers l'Est à un train d'enfer. Vers le 16 août, on est donc parti à un train d'enfer. On roulait à 30, 40 km/h sur les routes. On faisait feu avec la pièce d'artillerie avant. Et on tirait dans l'autre direction avec la mitrailleuse coaxiale. On était donc une rafale de tirs. Quand il y avait un point de résistance, si on jugeait que ça allait nous retarder, on reculait et on le contournait. L'expression classique était « on le contourne et on se grouille le cul ». La progression des Américains est rapide, puissante et ininterrompue. Beaucoup moins nombreux, les Allemands subissent de lourdes pertes et ils doivent battre en retraite. Leur grand avantage, c'était le matériel. Les tanks Sherman M4, on en détruisait 100 et il en arrivait 120 de plus. Il ne manquait jamais d'hommes non plus. Les forces de Patton terrassent les Allemands qui se retirent en combattant désespérément. Des unités allemandes avaient alors déjà mené quelques combats contre les Américains. On est passé près de ces unités à bord de nos véhicules. La route avait l'air d'un abattoir. Des pelotons entiers de soldats allemands avaient été tués lors des raids aériens. On a pris un virage et soudain, on s'est trouvé devant un tank américain qui était prêt à faire feu. Dès que j'ai bougé le canon, il a tiré sur nous. Par chance pour nous, le canonnier était nerveux. Il a visé le panneau incliné de l'avant du tank. L'obus a juste rebondi, sans causer de dégâts.
Protégé par sa cuirasse frontale de 80 mm, le Panther est presque invincible au tir direct et les obus de son canon de 75 mm, plus rapides que ceux du Sherman, sont meurtriers, même à longue portée. Il n'a eu qu'une chance de nous tirer dessus. Il n'a pas eu de deuxième chance. Nos obus ont percé son blindage comme si c'était du beurre. Un matin, j'ai aperçu un tank allemand Panther qui était hors de combat. J'y suis allé, j'ai grimpé sur le tank et j'ai regardé dans l'axe du canon. Et dans le boisé, plus loin, il y avait 5 tanks américains. À l'époque, il y avait une grosse étoile blanche sur le blindage incliné à l'avant. Et chacun de ces tanks avait été touché au cœur de cette étoile blanche. Avant d'être mis hors de combat, le tank Panther avait tiré 5 coups. Si on regarde des photos de tanks du 8e bataillon, on n'y voit pas d'étoile. Les équipages des tanks américains disaient « Dans les Sherman, on est voué au suicide contre le Panther. » Mais même le meilleur tank de la Deuxième Guerre mondiale ne peut endiguer la multitude des Sherman de la force de frappe du général Patton. Devant nous, dans le champ, il y avait des canons anti-chars et des tanks. Un grand combat s'est engagé et notre tank a essuyé quelques tirs. Leurs soldats devaient être nerveux ou inexpérimentés, car ils visaient toujours le blindage avant et ça n'avait aucun effet. On a détruit 3 tanks, là. On en a détruit d'autres, sans doute, mais dans la confusion, c'était difficile à dire. J'ai poursuivi ma route pendant un moment. Et juste avant d'arriver à la croisée de ces 2 chemins, j'ai vu un Sherman. Il allait si vite qu'il a traversé la route et que l'avant du tank s'est retrouvé dans le fossé, de l'autre côté. On voulait tirer dessus, et alors l'une des pires choses qui puissent survenir dans un tank s'est produite. Ma mise à feu électrique n'a pas fonctionné. On voudrait se pendre ou se noyer quand ça nous arrive. On a compris qu'il allait nous tirer dessus dès qu'il serait sorti de ce fossé. Or, juste au moment où je tournais la tête, 4 autres Sherman sont arrivés sur la route et on ne pouvait pas se défendre. Langanke est contraint de battre en retraite, comme bien des soldats allemands dans toute la France. C'était une poursuite, et nous allions plus vite qu'il pouvait se retirer. À la fin de l'été, les attaques aériennes incessantes des Américains et l'avance implacable des blindés de Patton mènent la 3e armée à distance de frappe de la frontière allemande. De la mi-août au 1er septembre, quand on a franchi le fleuve, la Meuse, mes tanks avaient parcouru 528 km en 12 jours. Pour nous, c'était l'euphorie. Mais cette euphorie ne va pas durer. Le 1er septembre, la 4e division blindée doit s'immobiliser. Le 2 septembre, aucun ordre. On est resté là le 2, puis le 3. On ne savait pas ce qui se passait. Mais le 3e jour, on a appris que la raison de cet arrêt, c'était le manque de carburant. L'avance rapide des Américains a coûté cher. Après 5 semaines de combat, la 3e armée a épuisé son propre ravitaillement et elle doit s'arrêter juste à l'ouest de la Moselle. Elle doit maintenant attendre le carburant.
On savait que chaque jour où on ne bougeait pas, on donnait du temps à l'ennemi. C'est ce qui prime sur le champ de bataille. Le temps. Et les Allemands étaient des as en réorganisation. On s'est dit qu'on avait environ 5 jours, pas plus. Sinon, on allait rencontrer de la résistance car ils allaient rassembler leurs forces. Les Allemands profitent de l'accalmie pour organiser une immense contre-offensive qui va donner lieu à l'un des plus grands affrontements de tanks de la Deuxième Guerre mondiale. La Lorraine, une région pittoresque de l'Est de la France, près de la frontière allemande. Au fil des siècles, bien des armées s'y sont affrontées. Mais ce n'est rien par rapport à la férocité des combats meurtriers qui vont s'y dérouler à la fin de l'été 1944, lors de l'une des plus grandes batailles de tanks de la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er septembre, la 3e armée du général américain George Patton a repoussé les Allemands sur près de 1000 km à travers la France et elle s'approche de la Moselle, la dernière barrière naturelle avant l'Allemagne. Mais juste au moment où ils arrivent à distance de frappe du Vaterland, une pénurie de carburant stoppe l'avance des Américains. Et la 4e division blindée, le fer de lance meurtrier de Patton, doit ronger son frein. On savait que chaque jour où on ne bougeait pas, on donnait du temps à l'ennemi. C'est ce qui prime sur le champ de bataille. Le temps. L'armée allemande est désespérément mal en point. Depuis le débarquement des Alliés, en juin, l'Allemagne a perdu 400 000 hommes et il ne lui reste que 200 panzers utilisables. Sur le terrain, les soldats ont peine à garder le moral. Un soldat ne sait jamais ce qui se passe, sauf ce qui survient dans son environnement immédiat. On y croyait encore. On savait encore qu'on allait gagner la guerre. On nous avait dit qu'on préparait quelque chose qui allait les effrayer tellement qu'ils rentreraient à New York à la nage. Hitler mise sur de nouvelles armes étonnantes pour changer le cours de la guerre en Europe. Mais leur élaboration est lente et elles sont inefficaces. Elles ne peuvent contrer l'avance des Américains. Hitler a une dernière chance d'arrêter le poids lourd américain. Pendant toute l'année 1944, les usines allemandes ont fabriqué un nombre record de tanks pour le front de l'Est. Espérant gagner plus de temps, Hitler envoie plutôt ses tanks tout neufs à l'ouest et il crée de nouvelles formations appelées Panzerbrigaden. Elles sont équipées de 135 Panzer IV et de 280 Panther. Et elles sont appuyées par plus de 14 000 fantassins appelés Panzergrenadier. Hitler veut encercler et détruire la 3e armée de Patton, qui est immobilisée, puis foncer rapidement vers le nord-ouest pour briser la ligne de front des Alliés. Avant l'attaque principale, la 112e Panzerbrigade reçoit l'ordre de faire reculer les Américains juste à l'ouest de la Moselle, près du village français de Dompierre. Notre mission était d'attaquer la 3e armée de Patton par le flanc, depuis le sud. À titre de Panzergrenadier, on montait sur les tanks. Le Panther était vraiment énorme, on s'y sentait très en sécurité. On a roulé jusqu'à la tombée de la nuit, puis on s'est arrêté. On s'est retranché sur les collines, des deux côtés de la vallée, et les tanks sont restés en bas, dans les vergers. Mais le lendemain matin, les Français ont prévenu les Alliés qui arrivaient
qu'il y avait près de 50 tanks. La deuxième blindée française a demandé une frappe aérienne. On n'avait aucune protection contre les attaques au sein de la brigade. Ces avions sont arrivés et ils ont attaqué les tanks. C'était terrible à voir, de nos trous de tirailleurs. J'ai encore à l'esprit cette image d'un tank englouti dans le napalm. L'équipage en sort. Les hommes se jettent par terre et roulent au sol. C'est une scène horrible de voir un humain mourir brûlé. À la fin de l'après-midi, on avait perdu la plupart de nos tanks. Et le lendemain matin, il nous restait 8 tanks de la 50aine qu'on avait. Et on a battu en retraite avec ces tanks. Les Panzerbrigades n'avaient pas leur propre artillerie. Elles n'avaient pas leur propre groupe de reconnaissance. Le danger, c'est qu'on ignore alors où l'ennemi se trouve. Et l'ennemi sait où vous êtes. C'est comme se battre les yeux bandés. L'attaque principale n'a même pas commencé et la 112e Panzerbrigade a déjà perdu près de 80% de ses blindés. C'est un coup dur au plan des Allemands et le pire est à venir. Le 13 septembre, une fois ravitaillée, la 4e division blindée franchit la Moselle et reprend sa route vers l'Allemagne. Hitler réagit alors en modifiant son offensive et il se précipite vers les Américains qui avancent. Il voulait nous repousser de l'autre côté de la Moselle. Il voulait faire de la Moselle sa ligne défensive hivernale. Il a lancé contre nous tout ce qu'il a pu trouver à ce moment-là. Le 19 septembre 1944. Un épais brouillard envahit la Lorraine, clouant les avions américains au sol. À l'aube, les Allemands attaquent. Les Panzers ne rencontrent que de petits groupes de résistance. Le bruit des tirs alerte un peloton de chasseurs de chars américains M-18. Ils avancent, s'attendant à ne rencontrer que de petits effectifs. Mais ils se retrouvent face à plus de 40 tanks allemands, dont des dizaines de nouveaux Panthers meurtriers. Le 19 septembre 1944. Voulant à tout prix arrêter l'avance de la 3e armée américaine vers l'Allemagne, Hitler lance une grande contre-offensive pour repousser les Américains de l'autre côté de la Moselle. Au début de l'offensive, la 113e Panzerbrigade surprend de petits groupes d'alliés qui lui résistent et qu'elle terrasse. La bataille d'Haracourt a commencé. Un peloton de 4 chasseurs de chars Hellcat M18 avance dans le brouillard vers le lieu d'où proviennent les tirs. Parvenus au champ de bataille, les Hellcats se retrouvent devant les 40 tanks de la 113e Panzerbrigade qui avancent. Le soldat Paul Colangelo est à bord d'un des 4 chasseurs de chars. Après avoir compris qu'il s'agissait de tanks allemands, on a ouvert le feu. On tirait et on se déplaçait. Grâce à notre vitesse et à notre manœuvrabilité, on s'en donnait à cœur joie. Chaque commandement de combat avait généralement une compagnie de chasseurs de chars capable de percer le blindage frontal incliné du Panther. Ils étaient donc meurtriers. Doté d'un canon à haute vélocité de 76 mm, le Hellcat a été conçu pour affronter et détruire les blindés ennemis.
Il peut filer à près de 100 km à l'heure. Mais cette rapidité se paie. Avec son blindage de seulement 2,5 cm, le Hellcat est très vulnérable aux tirs de l'ennemi. Les Allemands ne tardent pas à exploiter ce point faible. Ils détruisent 3 des 4 Hellcats. Colangelo et son peloton ont toutefois gagné assez de temps pour permettre l'arrivée de 4 autres Hellcats. À leur tête, le capitaine Tom Evans, du 704e bataillon de chasseurs de tanks. Le brouillard se dissipait et on a aperçu au moins 30 à 40 tanks allemands qui menaient une offensive frontale vers nous. On a attendu et attendu. Puis, on a fait feu. On a immobilisé les 2 tanks de tête qui ont pris feu. Les autres, leurs équipages apparemment confus, se sont tournés de côté. Ils ont commis une grave erreur. D'où on était, ne montrant que nos tourelles, on a détruit 11 autres tanks aussi vite qu'on pouvait recharger le canon. C'était gagné d'avance. Au milieu de l'après-midi, 8 Hellcats du 704e bataillon de chasseurs de tanks ont abattu 19 Panzer. L'offensive allemande est un échec. Il en va de même presque partout au front. Les forces américaines bloquent l'avance de nombreux tanks allemands. Mais à l'orée du village d'Aracourt, les Panthers percent les lignes américaines et menacent le quartier général du commandement de combat A, le CCA, de la 4e division blindée. Le commandant de tank Jimmy Leach et sa compagnie reçoivent un appel à l'aide urgent. 2 brigades de tanks attaquaient le commandement de combat. La compagnie de Leach arrive juste à temps. Pris au dépourvu, le quartier général américain n'est défendu que par quelques pièces d'artillerie. Ils essuyaient les tirs directs des Allemands et ils étaient coincés. Les Allemands n'avaient pas repéré le quartier général du CCA. Ces véhicules n'étaient pas visibles de la position des Allemands, qui se concentraient sur les tirs d'artillerie. Clark a dit « Où est votre compagnie? Il y a des siècles que je vous ai appelé. » Il a dit « Je veux que vous vous débarrassiez de ces foutus tanks juste là, vous les voyez? Oui, monsieur, chassez-les d'ici. » Leach rallie ses hommes en vitesse et avec sa petite force de tank Sherman, il se lance à la poursuite des Panthers. La compagnie A est montée en terrain élevé, sur sa gauche, puis elle est descendue. Et il y avait un campement de plus d'une douzaine de tanks Panther. Aussitôt, la compagnie A fait feu sur eux et les Allemands ont riposté. On a perdu 3 tanks Sherman. La compagnie A a perdu son commandant et 2 chefs de peloton. Leur blindage était meilleur que le nôtre. Leur tir supérieur au nôtre. Mais nous avions les obus fumigènes du 75. L'avantage des obus fumigènes, c'était de voiler la cible de sorte qu'ils ne pouvaient plus tirer sur nous. On les aveugle et on manœuvre pour les abattre par le flanc. L'offensive frontale de la compagnie A coûte cher aux Américains, mais elle permet aux tanks de Jimmy Leach d'attaquer les Panthers par le flanc dont le blindage plus mince est plus vulnérable. Je suis arrivé par le flanc gauche. Allons-y. Quand je suis descendu, on était en plein centre. Je les ai attaqués par le flanc. Je donne l'ordre de tir. Canonnier, pointe à droite. Comme ça. Puis, quand le tank est dans la mire, je dis feu. On utilise des obus massifs contre ces tanks. Des obus anti-chars. Le M61 est un obus perforant conçu pour percer les blindages lourds. Filant à 620 mètres par seconde, le M61 peut facilement percer la cuirasse latérale de 50 mm du Panther.
Si je l'avais touché à l'avant, comme les artilleurs de la compagnie A, ça aurait ricoché. Mais je les ai frappés au flanc, et mes obus passaient au travers du côté d'un tank allemand. Conjointement, la compagnie A et la mienne ont détruit 9 Panthers. Le soir du premier jour, le champ de bataille est jonché des carcasses de 43 Panzers. Les Américains n'ont perdu que 5 Sherman et 3 Hellcat. Le général Patton a analysé ce qui se passait et il a pensé que ce n'était qu'une escarmouche organisée par les Allemands. Ce n'était pas la véritable offensive. Toute une escarmouche. Il y a eu 1 jour et demi de combat intense, tank contre tank. Et il a ordonné la poursuite de l'offensive vers le nord-est, vers la Sarre. Le 24 septembre 1944, la 4e division blindée du général George Patton a résisté à une grande offensive allemande visant à repousser les Américains de l'autre côté de la Moselle et à stopper leur avance vers l'Allemagne. Les Allemands lancent des centaines de tanks neufs dans la mêlée, des Panzer IV et des Panther. Mais avec leurs Sherman rapides et agiles, les Américains leur infligent de lourdes pertes. Croyant que l'offensive s'estompe, Patton donne l'ordre d'avancer vers l'Allemagne, de continuer. Le 37e bataillon de tanks part vers l'est, laissant derrière lui les Sherman de la compagnie B commandés par le capitaine Jimmy Leach. Je devais être l'arrière-garde, tandis qu'il s'éloignait de moi. Et soudain, à ma droite, les tanks allemands ont ressurgi. Il y avait plein de tanks. Ce sont des tanks de la 111e Panzer Brigade qui ripostent à l'avance vers l'est de Patton par une offensive à revers inattendu à l'orée du village de Moncourt. J'ai commencé à tirer à longue portée sur les tanks allemands, ce qui les a ralentis un peu. J'ai donné ordre à mon exec de descendre avec moi pour aller regarder au-delà de la colline. Pendant que j'étais devant mon propre tank, vers Moncourt, à notre droite, un tank a tiré sur mon tank. Il a raté. Comme j'avais pas le temps d'y remonter, j'ai fait signe au conducteur de reculer. Il y avait un immeuble tout près. Ils ont tiré un 2e obus qui a encore raté sa cible. Pourquoi, je ne sais pas. Mais Boggs, mon chauffeur, s'est arrêté. Les Allemands n'en demandaient pas plus. Ils avaient maintenant une cible stationnaire. Et le 3e obus a percé le côté droit du tank. Il a décapité mon conducteur Boggs et coupé Popovich, mon artilleur avant, en 2. Abrams a alors fait feu sur ce tank qui nous avait touchés. Et il a raté ce foutu tank. Il a néanmoins creusé un sillon près du tank qui a alors reculé et qui est parti. Abrams était très respecté de tous les hommes de notre division. Je l'admirais pour sa force et son leadership. Grâce à ses tactiques audacieuses et combatives, le lieutenant-colonel Creighton Abrams va devenir l'un des meilleurs commandants de tanks des États-Unis. À la tête du 37e bataillon, Abrams va devenir l'as des tanks américains de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne dirigeait pas l'offensive, il ne faisait pas cela, mais il était du groupe de tanks qui menait l'attaque. Il était l'un d'entre eux. Il risquait de se faire abattre comme n'importe lequel de nous. Au crépuscule, le 20 septembre, les Américains ont repoussé l'attaque allemande. Mais les Allemands ont pris Moncourt et ils menacent le flanc des Américains.
Abrams rassemble ses effectifs et il planifie une intervention audacieuse et risquée. Il va attaquer Moncourt quand les Allemands s'y attendent le moins, en pleine nuit. Ça va à l'encontre de toutes les règles des combats de tanks, mais ça fonctionne. Pris par surprise, les Allemands sont pratiquement éliminés. Le plus gros des forces allemandes ayant été anéanties, les Américains consolident leur ligne de front et ils entreprennent de les liquider. On battait en retraite devant les Américains qui avançaient. On est entré dans Moncel, un petit village au sud de Lunéville. Puis, en fin d'avant-midi ou au début de l'après-midi, ils ont tiré des obus fumigènes dans notre champ de tir. Ça signifiait évidemment qu'ils passaient à l'attaque. On s'est mis à tirer dans le brouillard. Il y avait 2 ou 3 tanks qui avançaient sur la route. Un des gars placé dans un trou d'artilleur a lancé une grenade anti-char au Panzerfaust. Je ne comprends pas comment il a pu rater le tank. Il était juste à côté, mais il l'a raté. Le tank a viré à gauche et il a enterré le soldat dans son trou en pivotant sur ses chenilles. C'en était fait du soldat. Puis on a reçu l'ordre de se retirer et je l'ai fait. J'ai descendu le talus et je suis allé vers la grande ferme. Tout le monde était parti. Il m'a semblé qu'on m'avait laissé seul derrière. J'ai contourné la bâtisse et j'ai jeté un coup d'œil sur la rue principale. Il y avait un tank M4 à une quinzaine de mètres de moi. Ça m'a foutu une de ces frousses. Il était plus gros qu'un éléphant et très menaçant. Il m'a semblé que son canon était pointé sur moi. J'ai eu tellement peur. Si j'avais eu un Panzerfaust, j'aurais pu n'en faire qu'une bouchée. Mais je n'en avais pas. Je n'avais qu'une mitraillette. Je suis parti à la course, ma mitraillette pendue au cou. Ce tank m'a effrayé. J'ai encore le souvenir de cet effroi. À la fin du 4e jour de combat, les Américains ont complètement détruit 2 Panzerbrigades. Les Allemands ont fui, mais ils ne sont pas vaincus, loin de là. Maintes fois repoussés par les tanks du 37e bataillon à Haraucourt, les Allemands se tournent vers le nord. Ils ciblent la ville de Château-Salins, qui est occupée par le 8e bataillon de tanks de la 4e division blindée. On était en terrain surélevé, dominant les environs. On était stable. C'était inhabituel pour nous. On était une arme offensive. Une bonne arme offensive. Et là, on était en situation défensive. Ils sondaient le terrain et ils tiraient sur nous. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on a senti qu'ils préparaient quelque chose de plus important. Et de fait, aux premières lueurs, on a regardé et il y avait ce grand boisé, Château-Salins. De ce boisé, des tanks sont sortis. On s'est mis à faire feu avec tout ce qu'on avait. Des tanks moyens et des chasseurs de tanks. Un barrage d'artillerie alors qu'ils venaient vers nous pour qu'ils sachent immédiatement qu'on allait se battre. La vallée de la Lorraine, une petite province pastorale à la frontière germanique, réputée pour ses champs et ses forêts paisibles. Mais pendant 10 jours, en septembre 1944, on y a disputé la bataille d'Haraucourt.
Nous sommes ici sur le site des combats de la bataille d'Haraucourt. On a le paysage tel qu'il se présentait à l'époque. Et ici, il ne reste pas beaucoup de traces des combats. Voilà un exemple des objets que l'on peut encore trouver, mais qui sont très très rares. Cet obus de 75 avec sa fusée qui se trouve bloqué entre deux troncs du même arbre et qui a dû être pénétré maintenant il y a plus de 60 ans. Et c'est toujours là. Et personne ne l'a enlevé. Voilà donc témoignage de ce qu'étaient les combats à cette époque-là. Les tanks Sherman du 8e bataillon de la 4e division blindée américaine défendent la ville de Château-Salin. C'était le matin du 24 septembre. Une autre journée brumeuse, grise, misérable, pluvieuse. Le plafond nuageux était à zéro. J'avais rassemblé tout ce que j'avais pu trouver. J'avais mes tanks moyens, on avait un peloton de chasseurs de tanks. On avait tout aligné le long de la crête, car on pressentait une offensive. Et de fait, aux premières lueurs, on a regardé et il y avait ce grand boisé, Château-Salin. De ce boisé, des tanks sont sortis. Il y avait surtout des panthères, mais ça et là, il y avait aussi des tigers. Le Tiger est l'un des plus gros et des plus redoutables tanks que l'Allemagne ait produit. Sa cuirasse frontale de 10 cm était quasi impénétrable à longue portée. Et son canon de 88 mm pouvait détruire un tank Sherman à une distance de plus de 2 km. Il était doté du meilleur canon de la Deuxième Guerre mondiale, le 88, qui en faisait une arme redoutable. En combat frontal, tank contre tank, il avait un avantage énorme. Et les Allemands ont profité d'un autre avantage. Le ciel était si gris qu'on ne pouvait pas commander d'attaque aérienne. Ils avaient donc cet avantage. Dès qu'ils ont été à portée de nos canons, et même avant qu'on puisse en détruire vraiment, on a fait feu de tout ce qu'on avait. Un barrage d'artillerie alors qu'ils venaient vers nous pour qu'ils sachent immédiatement qu'on allait se battre. Nos tanks montaient vers la crête, juste assez haut pour que le canon dépasse la crête. Ils tiraient 2 ou 3 obus, reculaient et se déplaçaient de côté. Et bien sûr, dès qu'ils bougeaient, un obus s'abattait là où ils étaient, juste avant. Les obus frappaient le sommet de la crête et ils ricochaient. C'est le bruit le plus terrible que j'ai jamais entendu. Un obus de 88 qui frappe la crête et rebondit. C'est assourdissant et effrayant. Les gens pensent que la seule manière de détruire un tank, c'est de le toucher à l'avant. C'est là que le blindage est le plus épais. Quand on fait feu sur un tank, avec une arme moins puissante, on ne vise pas la plaque frontale, mais la tourelle. On tirait des explosifs détonnants dans l'espoir qu'ils explosent au-dessus du tank et que les fragments tombent sur le tank. Si on touche le commandant du tank et on le met hors de combat, le tank est immobilisé.
Il y avait donc bien des manières de mettre un tank hors de combat, sans frapper la plaque frontale inclinée. Ils ont continué d'avancer petit à petit, et on a continué de tirer. De temps en temps, on apercevait un éclair. On savait alors qu'on les avait touchés. On perdait aussi des tanks. Ça oscillait d'un camp à l'autre. Est-ce qu'ils allaient l'emporter? À ce moment-là, on était presque à égalité. Or, soudain, on a aperçu une petite éclaircie dans le ciel. Et aussitôt, les avions de la force aérienne tactique sont descendus. Il semble qu'ils survolaient la région, guettant une ouverture. Dès qu'ils ont vu cette petite éclaircie, ils sont descendus. Ils ont martelé les Allemands. Ils les ont mitraillés et bombardés. La bataille d'Haraucourt se poursuit encore pendant 5 jours. Mais les brigades blindées de Hitler ne peuvent venir à bout de la résistance obstinée des Américains. Fin septembre, les Allemands se retranchent vers le Rhin. La 4e division blindée du général Patton a remporté la bataille d'Haraucourt. Nous sommes le 29 septembre. La bataille d'Haraucourt se termine avec la victoire des chars américains sur les derniers chars allemands à côté de Réchicourt-la-Petite. 9 panthères finiront en flammes dans la prairie à proximité d'un bois qui se trouve à la sortie de Réchicourt. Nous avons acquis ce blindé qui est un Sherman, du même type que ceux qui ont combattu ici, pour maintenir la mémoire de ceux qui ont combattu ici et qui nous ont permis de retrouver la liberté, tout en obtenant la victoire sur l'armée allemande à cette époque. En moins de 2 semaines de combat, les Allemands ont perdu 200 tanks et canons d'assaut, près de 75% de leurs effectifs du début. Et des milliers d'hommes sont morts ou ont été blessés ou capturés. Ça s'est mal passé pour diverses raisons, notamment l'inexpérience des hauts dirigeants. Toute l'offensive a été improvisée. La coordination des opérations était très mauvaise aux échelons supérieurs. On n'avait reçu aucune formation. On ne se connaissait même pas les uns les autres. C'était l'un des principaux désavantages de ces nouvelles Panzerbrigades. La victoire des Américains en Lorraine est néanmoins coûteuse. 225 morts, 648 blessés, 41 tanks Sherman et 7 chasseurs de tanks Hellcat détruits. La 4e division blindée renforce sa réputation d'élite des forces blindées américaines. Jusqu'à la fin de la guerre, elle sera connue comme l'avant-garde de Patton. Ça a été une victoire importante, parce qu'on y a acquis une formation extrême en combat anti-tank et tank contre tank. On a vraiment réussi à maintenir la pression sur eux. Ça a été la plus grande bataille de tanks de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'en vois pas d'autre. Quand j'y repense, c'est incroyable. Je suis très fier d'y avoir pris part. Si on me demandait de le refaire, je le referais. J'ai peine à croire que j'étais là, que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est un sentiment très étrange.